Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire des avantages de la conception de l'euro. En effet, dès la fin des années 60, l'ambition de construire une union économique et monétaire, c'est-à-dire l'UEM, était un thème récurrent dans les débats sur l'Union européenne. L'UEM repose sur la coordination des politiques économiques et budgétaires, sur la conduite d'une politique monétaire commune et sur l'emploi d'une monnaie unique, c'est-à-dire de l'euro, dans ce cas-là. Une monnaie unique offre de plus de nombreux avantages. Premièrement, elle facilite les échanges commerciaux transfrontières entre entreprises. Deuxièmement, elle améliore les résultats de l'économie. Et troisièmement, elle offre plus de choix et de possibilités aux consommateurs. Toutefois, divers obstacles politiques et économiques ont barré la voie à l'euro, notamment la faiblesse de l'engagement politique, les divergences sur les priorités économiques et des turbulences sur les marchés internationaux. Tous ces obstacles ont donc dû être surmontés pour progresser vers l'union économique et monétaire. Ce n'est qu'en 1979, en effet, que le système monétaire européen, l'SME, a été lancé dans l'espoir qu'il stabiliserait les taux de change à cause des crises pétrolières et d'autres chocs. Le SME reposait sur un système de taux de change qui servait à maintenir les monnaies participantes dans une marge de fluctuation étroite. Cette approche entièrement nouvelle supposait une coordination sans précédent des politiques monétaires entre les pays de l'UE et elle a parfaitement fonctionné pendant plus d'une décennie. C'est sous la présidence de Jacques Delors que les gouverneurs des banques centrales des pays de l'UE ont publié le rapport Delors sur la manière de réaliser l'UEM. Ce rapport proposait 3 étapes pour préparer l'union économique et monétaire et la zone euro sur une période allant de 1990 à 1999. Les dirigeants européens ont accepté les recommandations figurant dans ce rapport. Le nouveau traité sur l'Union européenne, qui contenait les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre l'union monétaire, a été adopté lors du Conseil européen organisé à Maastricht, aux Pays-Bas, en décembre 1991. Après une décennie de préparation, l'euro a été lancé le 1er janvier 1999. Pendant les 3 premières années, il a été une monnaie invisible, c'est-à-dire qu'elle était utilisée uniquement à des fins comptables et pour les paiements électroniques. Les pièces et les billets ont été mis en circulation le 1er janvier 2002 et le plus grand changement de monnaie de l'histoire a eu lieu dans 12 pays de l'Union européenne. Mais maintenant, qu'en est-il de ces billets et ces pièces de monnaie qui ont été lancées justement, comme on le disait, en janvier 2002? Eh bien, au tout début, on avait conçu 7 billets et 8 pièces. Les billets présentaient et présentent encore de nos jours les mêmes motifs dans tous les pays de la zone euro. Les pièces, quant à elles, présentent un motif commun sur une face et sur l'autre un graphisme propre à chaque pays. Une série de billets Europe est introduite progressivement depuis plusieurs années. Conçus sous la responsabilité de la Banque centrale européenne, BCE, et des banques centrales nationales, BCN, ces billets intègrent des éléments de sécurité renforcés et un nouveau graphisme comportant un portrait d'Europe qui a une figure de la mythologie grecque. Et justement, en parlant du nom euro, il est intéressant de savoir qu'il a été choisi en 1995 par le Conseil européen réuni à Madrid. Et le symbole même, comme on parlait justement de la mythologie grecque, s'inspire de la lettre grecque epsilon
et de la première lettre du mot Europe. De plus, comme vous le savez, le symbole comporte deux lignes parallèles qui symbolisent la stabilité. Enfin, le code ISO de l'euro, c'est-à-dire EUR tout en majuscule, est utilisé pour faire référence à des montants en euros sans employer le symbole. En ce qui concerne les droits d'auteur, par contre, l'Union européenne, qui est représentée par la Commission européenne, détient les droits d'auteur sur le symbole de l'euro. Toutefois, dans certains cas, l'Office de la propriété intellectuelle de l'UE, qui s'occupe de marques, dessins et modèles, accepte d'enregistrer certains logos contenant le symbole de l'euro, pour autant qu'ils soient suffisamment créatifs et différents du symbole officiel. Enfin, pour ce qui est des règles que tous les pays doivent respecter, le nom euro doit être le même dans toutes les langues de l'UE, en tenant compte bien évidemment des différents alphabets. Le nom pluriel, donc la forme plurielle du mot euro est acceptée, à condition qu'elle ne modifie pas la racine EUR. Et enfin, d'autres graphies sont admises dans des textes juridiques non européens, par exemple dans les législations nationales. Donc voilà tout ce que je voulais vous raconter. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Merci de votre attention.